Bonjour, merci. Alors pour faire avancer les slides, c'est le gros bouton vert. Ok, donc merci d'être là pour la construction d'un framework automatisé de tests pour la transformation de données. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de Doctolib, mais je vais quand même commencer par présenter l'entreprise et me présenter en quelques mots. Alors Doctolib, en quelques chiffres, c'est 70 millions de patients, 300 000 personnels de santé sur 3 pays, la France, l'Allemagne et l'Italie. On est une entreprise à mission qui a été créée en 2013. Et nos missions, c'est d'améliorer le quotidien du personnel soignant et d'améliorer l'accès aux soins pour tous. Alors, quelques mots sur moi. Donc, Louis Mazet, ça fait à peu près 15 ans que je travaille dans la data et je travaille à Doctolib depuis 2020. Et donc, ma première mission à Doctolib, ça a été d'intégrer Talend dans la stack data de Doctolib. Alors, je vais sortir mes fiches. Alors, un petit point juste de rappel peut-être sur ce que c'est que Talend. Talend, c'est un outil qui fait partie de la catégorie des ETL, donc Extract, Transform, Load. On va chercher de la donnée, on la transforme et on la charge à un autre endroit. Alors, première question, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'automatiser les tests? Alors, il y a un chiffre que je n'ai pas présenté sur la slide d'avant, c'est que Doctolib, sur le site web, on a 3 mises en production par jour. 3 mises en production par jour. C'est-à-dire que 3 fois par jour, on a des dizaines de pull requests, des centaines de commits qui arrivent sur la production. Et donc, évidemment, on ne peut pas se permettre d'avoir des personnes humaines qui vont venir tester tous les cas de tests. Il faut que toutes les dizaines de milliers de tests sur l'application web soient automatisés. Sur la partie de transformation de données, on a un rythme qui est un tout petit peu moins soutenu, mais on a quand même entre 3 et 5 mises en production par semaine. Et donc là, c'est pareil, on ne peut pas se permettre d'avoir un ingénieur qualité qui va venir tester tous les cas de test, un par un, à chaque fois qu'on a envie de faire une mise en production. Alors, deuxième question, pourquoi est-ce qu'on a inventé un framework de test et pourquoi on n'a pas utilisé les outils qui sont disponibles sur le marché? Et pour ça, je vais vous parler un petit peu de la pyramide de tests classique, de l'état de l'art quand on veut faire des tests en IT, et de notre philosophie à Doctolib qui est un petit peu différente. Alors, la pyramide de tests classique, c'est ça, c'est le plus possible de tests unitaires, c'est-à-dire qu'on va tester vraiment un bout de code super unitaire. On veut faire un petit peu moins de tests d'intégration et on veut faire encore moins de tests end-to-end. À Doctolib, on a une philosophie qui est un petit peu différente, on essaye d'inverser un petit peu la pyramide. Et la raison pour ça, c'est qu'on va être au plus proche possible du parcours utilisateur. Ça veut dire que nous, au contraire, on veut avoir le plus possible de tests end-to-end et le moins possible de tests unitaires. Ce qu'on pense aussi à Doctolib, c'est que les tests, c'est une responsabilité partagée, et donc on n'a pas d'ingénieurs qualité qui sont en charge de tester ou d'écrire les tests. Les tests sont vraiment écrits par les développeurs qui font les features. Ça, c'est la philosophie de test à Doctolib. J'ai juste une slide dessus, si c'est un sujet qui vous intéresse. Je vous encourage à aller voir une vidéo qui s'appelle « S'affranchir de la pyramide de test » par Jonathan Bocara, qui fait un peu plus un dive-in sur le sujet. Alors, on a quand même regardé à quoi ça ressemblait les tests unitaires dans l'outil de transformation qu'on utilise, qui est Talend. Donc je vais vous en parler un tout petit peu, je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients et pourquoi, in fine, on ne les a pas utilisés. Alors, voilà à quoi ça ressemble un test unitaire sur une transformation toute simple en Talend. Donc le code qu'on veut tester, c'est la partie bleue au milieu. Transformation toute simple, on a un fichier CSV, on le transforme un tout petit peu, on veut sortir un fichier parquet à la fin. Transformation complètement unitaire. Dans Talend, pour créer un test unitaire, on a juste à faire un clic droit, Create Test Case, et il va nous créer automatiquement les deux parties au-dessus en orange, qui sont première étape, la préparation du test, et dernière étape, le contrôle du test. Donc ces 3 étapes, quand on veut faire des tests, préparation, exécution du code et contrôle, c'est 3 étapes super classiques dans tous les frameworks de test. Alors, les avantages de ce système-là, c'est que les tests unitaires, c'est super rapide. Le code là, à compiler, c'est quelques millisecondes, et si on veut en lancer des centaines, c'est extrêmement rapide. Deuxième avantage, c'est très bien intégré dans tous les outils qu'on utilise pour faire des tests. Par exemple, si on a des centaines de tests comme ça, on a juste à faire un Maven test et puis ça nous les lance tous à la suite, ça marche très très bien. Troisième avantage, c'est que c'est très intégré à Talend. Ça veut dire que pour faire un test, j'ai juste à faire un clic droit sur ma transformation, Create Test Case, et j'ai plein de trucs qui sont créés automatiquement. C'est assez facile à mettre en place.
Pourquoi on ne l'a pas utilisé? Alors, pourquoi on ne l'a pas utilisé, c'est un peu le problème de tous les tests unitaires, c'est que ça coûte pas très cher à mettre en place. Par contre, ce qui coûte très cher, c'est d'avoir une bonne couverture, c'est d'avoir une couverture à 100% de notre code de transformation, et surtout de maintenir la couverture dans le temps. Avoir des tests unitaires, on teste plutôt l'implémentation que le résultat final, et donc quand on fait évoluer notre implémentation, c'est assez difficile de forcer les développeurs à maintenir leurs tests unitaires à jour. Alors, maintenant que je vous ai dit pourquoi on n'utilise pas les tests unitaires, je vais vous parler de ce qu'on utilise vraiment, notre framework de test. Et alors, c'est assez simple, on a pris exactement les mêmes briques, préparation, exécution et contrôle, mais plutôt que de les mettre au niveau de la transformation vraiment très unitaire, on est remonté d'un niveau et on a mis ces briques-là au niveau du job complet. Ça veut dire qu'on va préparer notre test, on va lancer tout un pipeline de transformation et on va contrôler le résultat du test à la fin. Alors, cette slide-là, c'est la plus importante de la présentation. Si vous en avez une à retenir, c'est celle-là. C'est comment est-ce qu'on organise nos 3 briques. Donc, test feature, c'est la préparation du test. Test référence, c'est le contrôle du test. Et on a aussi une brique qui permet de faire des logs pour contrôler le comportement de la donnée pendant la transformation. Donc, on a des test features. On applique, donc les test features, c'est la donnée avant la transformation. C'est ce qu'on reçoit en entrée. C'est la partie extract de ETL. On va transformer ces test features avec notre code de transformation. Ça va nous donner des test features transformés. À côté, on a les tests références. Les tests références, c'est la donnée attendue après la transformation. Et donc, on va savoir que notre test est rouge ou vert si les données attendues après la transformation correspondent aux données avant la transformation auxquelles on a appliqué notre code de transformation. Je vais aller un petit peu plus en détail dans chacune des briques, les tests features, mon framework de log et les tests références. Donc, les tests features, qu'est-ce que c'est? Les tests features, ça correspond à ma partie préparation, c'est les données avant la transformation. Donc, c'est des données qui sont créées de toutes pièces par les développeurs. C'est des données qui sont en format texte. Pourquoi elles sont au format texte? Parce qu'on a envie de les stocker dans Git. Et on a envie de les stocker dans Git dans le même repository que notre code de transformation de données. Donc, tout au long de la présentation, on va prendre un exemple, l'exemple de la base de données Vidal. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la base de données Vidal, c'est une base de données publique en France qui répertorie tous les médicaments disponibles à la vente, leurs incompatibilités, plusieurs informations sur les médicaments. Cette base de données Vidal, on l'interroge avec une API REST, et donc on considère que notre entrée, c'est le fichier JSON que je vous ai mis à l'écran ici, qui contient 2 médicaments. Alors, pourquoi est-ce que c'est sous format texte? Pourquoi est-ce que c'est dans Git? Le premier avantage, c'est que le fait que ça soit dans Git et dans le même repository que les transformations, que le code de transformation, c'est que ça nous simplifie énormément l'accueil des nouveaux arrivants. Quand on a un nouvel arrivant dans l'équipe de développement pour les transformations de données, il a juste un git pull à faire et il a le code de transformation et il est capable de lancer ces transformations tout de suite avec des données toutes prêtes dont on sait que les données peuvent tester tous les chemins de code de la transformation. Donc l'accueil des arrivants est vraiment simplifié. Deuxième avantage, c'est que comme on travaille avec des données connues qui sont créées par les développeurs pour répondre à tous les use cases, on a des transformations qui sont extrêmement reproductibles. Et donc le fait d'avoir des transformations reproductibles, ça nous permet de contrôler le résultat et de contrôler que le résultat correspond bien à ce qu'on attend. Ce qui nous permet de dire que notre test est vert ou rouge. Test feature, données avant la transformation, préparation du test. Ensuite, la partie au milieu, on a développé un framework de log assez robuste qui va nous permettre de contrôler le comportement de la donnée pendant la transformation. Donc, comment on fait ça avec Talend? On a 2 briques. La première brique, Tlog Catcher, ça nous permet de récupérer un peu les informations textuelles, par exemple un log qui a été posé là par un développeur. Et la deuxième brique, le Tflow-Meter Catcher, lui nous permet de récupérer le nombre de lignes qui passent à tel ou tel endroit de la transformation. Ça, c'est les briques qui nous permettent de récupérer les logs. Et donc, le fait d'avoir développé un framework de log robuste, ça nous permet de rediriger ces logs vers plein d'endroits différents. Quand c'est un développeur qui veut lancer les tests localement sur son poste, on le redirige juste vers la sortie standard.
Et quand c'est en staging ou en production, on le redirige par exemple vers la stack Elastic, si on a envie de faire l'analyse de log sur Kibana par exemple. Et on le redirige aussi vers une base de données relationnelle, si on a envie de faire du dashboarding sur l'exécution de nos jobs. Ce qu'on arrive aussi à faire avec ce framework de log, c'est qu'on peut stocker le comportement de la donnée pendant la transformation, et encore une fois, on va stocker cette information-là dans Git, ce qui est ce que je vous ai mis à l'écran ici. Et donc toujours dans mon écran, dans mon exemple où j'avais 2 médicaments, j'ai une ligne de log qui va se créer, qui va me dire que NBLines médicament, c'est 2. Comme nos test fixtures, la donnée avant la transformation sont reproductibles, je sais qu'un jour, si un développeur fait une bêtise et que j'ai plus 2 lignes de médicaments, mais j'en ai 1 ou 3, ma ligne de log ici va changer. Et donc c'est grâce à ça, entre autres, que je vais savoir si mon test est rouge ou vert, si j'ai fait une erreur dans ma transformation. La dernière brique de notre framework de test, c'est les tests références. Donc les tests références, c'est la partie contrôle de notre test et c'est la donnée après la transformation. C'est un peu le miroir des test fixtures, ça veut dire que c'est des fichiers texte qui sont aussi stockés dans le même repository que notre code de transformation. Et en fait, c'est la donnée après la transformation. Et donc, c'est un peu le même principe. On compare la donnée transformée à notre référence. Si la donnée transformée correspond à notre référence, on sait que notre test est vert. Si elle est différente, on sait que notre test est rouge. Alors, qu'est-ce que ça nous permet d'avoir un framework comme ça? Ça nous permet de faire du TDD, Test Driven Development, ou développement piloté par les tests, qui est une technique empruntée plutôt aux applications web ou aux applications classiques et qui est reconnue pour avoir une très très bonne productivité par rapport à la méthode classique où je développe mon code et je développe les tests ensuite. Rapidement, comment ça marche le développement piloté par les tests? Je commence par créer un test rouge, donc un test qui plante. Ensuite, je développe mon code et donc mon test va passer au vert. Et une fois que mon test est vert, je peux faire de la refactorisation, améliorer un petit peu mon code, prendre en compte les reviews de mes collègues. Comment on adapte le développement piloté par les tests sur notre framework de log pour la transformation de données? La première étape, créer un test rouge. On va créer nos test fixtures qui sont la donnée avant la transformation et on va y associer les tests références qui sont les données attendues après la transformation. Si on fait que cette étape-là, j'ai que la donnée avant et la donnée attendue après, et donc mon test va être rouge, puisque je n'ai pas encore écrit le code de transformation de données. Deuxième étape, je passe mon test au vert, ça veut dire que je vais écrire mon code de transformation de données, et si j'ai bien fait mon travail, les tests fixtures transformés vont correspondre à mes tests références, et donc je sais que mon test va être vert. Et mes étapes de refactorisation, où je prends en compte les reviews, et j'améliore un peu la qualité de mon code. Alors, ça c'est le framework de test, on va faire un petit résumé des avantages et des inconvénients. Avantage, l'accueil des nouveaux développeurs est extrêmement simplifié. Ils ont à récupérer un seul repository Git et ils ont accès à toutes les informations dont ils ont besoin pour commencer à travailler, commencer à casser des choses localement, voir quoi est impacté par quoi. Deuxième avantage, ça nous permet d'utiliser le TDD, développement piloté par les tests, qui nous permet d'avoir une très très bonne productivité et qui surtout nous permet d'avoir une excellente couverture de code. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on interdit aux développeurs de développer leur code de transformation avant d'avoir développé leur test fixture et leur test référence. Et donc en leur interdisant ça, on s'assure qu'on a une excellente couverture, on a une couverture à 100% de notre code de transformation. Et donc on a quasiment zéro régression sur notre code de transformation depuis avoir mis en place ce système, même avec entre 3 et 5 mises en prod par semaine. Dernier avantage, c'est que ça nous permet d'utiliser Git, et donc avec tous les avantages du workflow Git, historisation de tout ce qu'on a fait, review par les collègues pour échanger sur le code qui a été généré. Ça, c'est les avantages. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Il y en a un énorme, qui est un peu l'inconvénient de tous les frameworks qui utilisent plutôt du test end-to-end, c'est que ça coûte extrêmement cher en temps. Lancer plein de petits tests unitaires, ça va très vite. Mais nous, on a des centaines de jobs, donc on doit à chaque commit compiler des centaines de jobs, les lancer tous plusieurs fois parce qu'on a envie de les tester dans des conditions différentes.
Ce qu'on se dit aussi, c'est que dès qu'on fait une modification, n'importe où elle soit dans le code, en fait, on a envie de tout retester. Pourquoi on fait ça? Parce que l'algorithme qui nous permettrait de dire « Ok, bah, j'ai modifié cette partie-là, donc je sais qu'il n'y a que ces quelques tests-là qui vont être impactés. Cet algorithme-là, il est assez complexe. » Et donc on a décidé d'aller au plus simple. Dès qu'on modifie quelque chose à n'importe quel endroit, on rejoue tous les tests. Et donc, si un développeur voulait lancer tous les tests end-to-end sur sa machine, ça lui prendrait plus de 4 heures d'attente à chaque modification. Donc évidemment, ce n'est pas acceptable, et c'est un énorme inconvénient. Et donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de la stack technique, qu'on a mis en place pour contrer cet inconvénient. Alors, le point de départ de notre stack technique, c'est GitHub. Quand un développeur a modifié une transformation de données ou a créé une nouvelle transformation, il fait un commit, il met son commit sur GitHub, il crée une pull request. Le fait de faire ça, ça va déclencher une action dans GitHub Action. Donc GitHub Action, c'est un orchestrateur de pipeline CI/CD. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu le concurrent de Jenkins ou de TeamCity. Et donc ça va lancer une action qui va dire « Ok, là j'ai fait cette modification, rejoue-moi tous les tests sur cette modification ». Et donc GitHub Actions va piloter un cluster Kubernetes, où le cluster Kubernetes en fait va lancer autant de petits runners qu'on a de jobs à tester. Donc il va en lancer plusieurs dizaines. Et il va les lancer en parallèle. Et donc on ne paye pas moins cher en compute, parce qu'on a toujours besoin de 4 heures de compute pour faire passer tous nos tests. Par contre, on paye moins cher en temps, puisque comme on parallélise tout, bah en fait, on n'a plus que entre 10 et 15 minutes d'attente, puisque tous les tests sont parallélisés en étant lancés sur plusieurs dizaines de runners Kubernetes. Une fois que les runners sont lancés, la prochaine étape, chaque runner va télécharger le repo Git du code qu'on veut tester sur le commit qu'on veut tester. On va utiliser la Talend command line pour compiler les jobs en fonction du code source Talend, pour lancer les jobs qui ont été compilés et pour exécuter les tests sur ces jobs. Une fois que ça c'est fait, on a une réponse, on a un fichier qui nous dit bah voilà, tel ou tel test a réussi, tel ou tel test a échoué. Et on a de l'observabilité, alors soit sur GitHub Action, qui a une interface qui nous permet de voir quels tests ont réussi ou échoué. Et nous, ce qu'on fait en plus, c'est qu'on envoie tous nos tests sur une plateforme qui s'appelle Datadog, et spécialement Datadog CI, qui nous permet d'avoir du dashboarding sur, bah voilà, on a 4000 tests qui ont été joués sur ce commit-là, et la majorité sont bons, mais il y en a 2 qui sont en erreur et 2 qui sont flaky, par exemple. Et on retourne à la première étape. Le développeur, il va voir le résultat de son test et il itère sur son développement jusqu'à ce que tout soit vert et qu'il soit confiant pour merger son développement. Exemple de screenshot de GitHub Action où on voit que bah voilà, on a première étape, on parallélise tous nos développements, on parallélise tous nos builds de job et une fois que c'est fini, on upload les tests pour afficher la réponse. À l'utilisateur. Je crois que c'était ma dernière slide. Merci pour votre écoute. Je vous ai mis un petit QR code qui renvoie vers la page où on a toutes nos offres d'emploi à Doctolib, donc dans la data, dans la tech. N'hésitez pas à flasher pour aller faire un tour. Et il nous reste un peu de temps pour les questions-réponses. Donc, alors je me mets là parce que sinon je ne vous vois pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Allez, ne soyez pas timide, allez-y. Une ici, j'y vais. Oui, bonjour, Laurent Morin, Crédit Mutuel Arkea. Je me posais la question sur quand un job talent, effectivement, c'est plutôt prévu pour une exécution locale, in-memory, etc. Sur des délégations de workload à des clusters pilotage de traitement Spark ou de traitement sur des clusters Hadoop ou sur d'autres sources, comment vous gérez en termes d'environnement dans votre lancement de campagne de test? Alors, nous, Talend, on l'utilise pour des workflows qui sont haute complexité mais low volume. Ce qui fait qu'on ne fait pas du tout de Spark et on ne déploie pas du tout sur des clusters. Le pire qu'on fait, c'est que nos traitements ils montent peut-être à 30 gigas de mémoire, mais pas beaucoup plus haut. Et on réserve vraiment l'utilisation de Talend à haute complexité, parce que c'est là qu'il est très bon, et low volume, parce qu'on n'a pas envie de tout mettre en cluster.
Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, en attendant qu'il y en ait un qui décide, j'en ai une moi. Comment vous faisiez avant? Et est-ce que c'est grâce à ça que vous faites 3 ou 4 mises en prod par jour, ou c'était déjà le cas avant? Avant, on ne faisait pas. On a démarré tout de suite. Dès qu'on a mis en place Talend, ça a été une des premières choses qu'on a faites. La première chose qu'on a faite, c'est le framework de log, parce que c'est un prérequis pour avoir ce framework de test. Mais la deuxième chose qu'on a faite, c'est de mettre en place ce système de test. Et en fait, quand on a démarré l'utilisation de Talend, un des prérequis, c'était de se rapprocher le plus possible de l'architecture de Doctolib et des usages de Doctolib pour faciliter les échanges entre les équipes. Et donc, on était sûr qu'on voulait avoir un nombre de mises en prod par semaine assez conséquent. Et Doctolib, on a 40 000 tests qui tournent sur le site web, et donc on savait aussi qu'on voulait avoir des tests automatisés. Donc le prérequis pour pouvoir utiliser Talend en production, c'était avoir des tests automatisés. Donc on n'a jamais fait sans. D'accord, mais vous avez diminué ou augmenté le nombre de mises en prod du coup? On l'a plutôt augmenté. Il y a eu une toute petite période au début où on n'avait pas énormément de tests, et là on tourne à entre 3 et 4 000 tests par commit. Ça veut dire que si je vais sur Doctolib le matin et le soir, c'est pas le même? Oui, exactement. D'accord, impressionnant. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur technique ou pas technique d'ailleurs? Une main là qui se lève? Non? Si, devant moi là. Enfin, devant, voilà. Le micro arrive. Merci. Merci de vous présenter avant. Sofiane Azabo, EDF. Justement, c'est une question qui n'est pas forcément technique. C'est par rapport aux 3 maps par jour. Je trouve ça impressionnant. Et je voulais savoir en fait comment vous arrivez à vous synchroniser. Je présume que vous êtes plusieurs équipes à travailler en même temps. Donc comment vous arrivez à faire justement 3 maps par jour? Alors, ouais, super bonne question. Comment on arrive à faire 3 maps par jour? On est à peu près 200 développeurs qui travaillent sur le site web, qui sont organisés en une dizaine d'équipes. Et donc chaque mise en prod, on a en moyenne une dizaine de pull requests, des centaines de commits. C'est énorme. Et donc on a plein de systèmes et on a des équipes complètes qui sont dédiées à gérer GitHub et à gérer les pipelines CD pour que ça fonctionne bien. Premier élément de réponse, quand on est une dizaine d'équipes à travailler, c'est super difficile de tous merger en même temps. Et donc on a des robots qui mettent en queue en fait les différentes pull requests pour tout merger et merger qu'une fois que les tests précédents sont passés et au vert. Et ensuite, c'est tout automatisé en fait. C'est tout automatisé, on n'a quasiment que à appuyer sur un bouton une fois que la branche main est verte, que tous son tests sont passés, pour mettre en production. Un autre élément de réponse, c'est qu'à Doctolib, on a un rôle un petit peu tournant que tous les développeurs font à tour de rôle, qui est le duty du jour. Et le duty du jour, en fait, c'est la personne qui va être en charge de récupérer tous les commits sur la branche de production et d'appuyer sur le bouton pour les mettre en production et de surveiller après la mise en production que ça s'est bien passé. Et le fait que ça soit un rôle tournant, ça permet à tout le monde d'être vraiment impliqué dans ce processus de CI/CD, de bien comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne, et d'être responsabilisé aussi pour pas mettre un truc dont on n'est pas absolument sûr sur la branche de production. Impressionnant. Est-ce qu'il y a une question? Il y a un monsieur là qui a une question. Bonjour, Julien Duliou, c'est Discount. J'ai une question sur la nature des tests. Est-ce que vous faites des TNR? C'est la première question. Et la deuxième, est-ce que vous faites des tests de performance? Toujours avec ce même framework? Parce que dans la data, la perf, c'est quand même important. Ouais, merci beaucoup. Alors, la majorité des tests que je vous ai présentés là, c'est que des tests de non-régression, puisque le principe même du framework, c'est que on compare un attendu avec vraiment un existant, et donc le framework est excellent. On a vraiment quasiment jamais de régression. Deuxième partie de la question sur les tests de performance, on peut en faire, on le fait beaucoup moins. En fait, les tests fixture, c'est un tout petit peu plus compliqué que ce que je l'ai présenté. Avant de lancer le test, on a un robot qui va nous préparer nos tests fixture en fonction de différents éléments. Et ce robot-là est capable de nous créer de la donnée volumineuse pour faire des tests de performance. Et donc, un exemple simple, on a une transformation qui arrive en production et qui casse parce qu'elle est out of memory.
on n'avait pas prévu le cas. Et donc, comment ça se passe? On va changer un petit peu notre robot qui prépare les test fixtures. On va lui dire, OK, on a analysé le problème, on sait pourquoi ça a fait un out of memory. Et donc, dans les test fixtures, tu vas me générer autant de lignes pour que ça fasse un out of memory. Et quand on relance les tests, le test est rouge puisqu'on n'a pas encore modifié notre développement. Et donc, on valide que... on valide qu'on a bien reproduit le cas en production. Deuxième partie, on passe le test au vert et donc on modifie notre développement pour mieux utiliser les ressources de la machine et pour plus avoir de out of memory. Donc on fait un tout petit peu de test de performance dans ce sens-là, mais la grosse majorité de nos tests, c'est des TNR. Une question. J'arrive. Bonjour, Adrien Vercouter, ADO Service. J'étais un peu étonné sur les 4 heures de test. Alors j'imagine qu'il y en a un certain nombre. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de modulariser en fait les développements pour pouvoir tester par partie en fonction des modifications? On aimerait bien le faire et c'est trop complexe. Donc je pense qu'on pourrait le faire. Je pense qu'on pourrait dire, OK, j'ai modifié ce job-là et du coup je sais qu'il n'y a que les jobs qui en dépendent qui vont casser si je le modifie. Le problème, c'est que ça devient un petit peu compliqué parce qu'on a des routines qui sont utilisées par un peu plein de jobs. Et donc l'algorithme qui permettrait de modulariser les tests, il est complexe. Je pense qu'on pourrait le faire. Mais il y a aussi le fait qu'on n'a pas spécialement envie de créer un truc complexe pour ça, parce que qui dit complexe dit que ça casse facilement. Et si ce qu'on a fait, c'est pas parfait, on s'expose au risque qu'on fait une modification, on relance qu'une partie des tests qui sont verts, mais il y a un autre test à côté qu'on n'a pas relancé qui est rouge. Donc, 4 heures c'est long, mais on n'a pas envie de complexifier le processus pour ça. Alors moi j'ai une dernière question. Dans ce que vous nous décrivez, vous avez incarné chez vous le Dev Test Ops. Comment ça se passe quand vous embauchez quelqu'un qui est habitué peut-être à aller vers le DevOps, mais le test c'est pas lui? Voilà, comment ça se passe en termes d'adoption du profil? Parce que c'est quand même un profil particulier de faire le test, le développement et une partie du Ops. Ouais, super bonne question. Dans ma présentation, là, j'ai utilisé un mot qui est un peu fort, qui est que on interdit aux développeurs de refaire leur code et ensuite leur test. Donc, le truc un peu plus officiel, c'est que on fait du training, on fait de la code review aussi pour quand il y a un nouvel arrivant, il met sa pull request et puis on va vérifier qu'il a bien fait les choses dans le bon ordre. Mais bon, ça marche qu'un temps. La vérité, c'est que pour qu'un framework de test soit utilisé, il faut qu'il soit utile pour les développeurs. Et il faut qu'ils y trouvent leur intérêt. Et le gros intérêt pour les développeurs, je reprends toujours l'exemple des nouveaux arrivants, mais un nouvel arrivant, on lui présente des centaines de jobs, on lui présente une architecture qui est un petit peu complexe, et c'est un peu impressionnant. La première fois qu'il va mettre quelque chose en production, il va peut-être passer 3 heures, c'est un peu impressionnant. Le fait d'utiliser ce truc-là, c'est super, parce qu'on lui dit, écoute, tu fais ce que tu veux, tu as le droit de casser tout ce que tu veux. À la fin, c'est pas grave, on a une CI, et si les 4000 tests sont verts, tu sais que tu peux pousser en prod sans aucun problème. Et donc ça, la plupart des gens, ils sont très sensibles, et c'est comme ça qu'on arrive un peu à convaincre les gens d'adopter ce mode-là. Et oui, le test, s'il est utile aux développeurs en général. Pardon ? Le test, s'il est utile aux développeurs, en général, il l'adopte. Ça, c'est clair. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut applaudir notre intervenant. Merci beaucoup.